Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit en direct de la brasserie populaire de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. David n'est pas là, il est avec les Crocos Nîmois pour une réception du côté de Costières, le stade nîmois, où il y a une présentation de toute l'équipe et où les supporters sont invités à faire un ripaille avec les joueurs, je ne sais pas ce qu'il faut. Je devais y aller, mais aujourd'hui j'ai un direct important puisque je reçois Serge Rem à quelques jours d'une belle manifestation qui s'appelle la Journée de l'Olivier. Ça se passe le 1er avril. C'est une farce? Non. Non, c'est pas une farce, c'est à Saint-Paul-de-Quesson. Hein, voilà, c'est à quelques kilomètres d'ici, 3 kilomètres. Ouais, voilà, 3-4 kilomètres. Bon, ce sera une journée importante pour la valorisation de l'huile, de l'olive, des produits du terroir. Au demeurant, Saint-Paul, ce n'était pas une ville qui était prédestinée à la culture de l'olivier. Non, et depuis quelques années, alors je crois qu'on a recensé récemment, je crois que c'est plus de 3000 arbres sur Saint-Paul. Et ça, c'est depuis le début de cette journée. C'est ça. Tu en es à la 9e. La 9e. Et donc, tu es responsable de 3000 oliviers sur ta commune. Alors, non, quand même pas. On va dire qu'il y a 3000 oliviers sur la commune, répartis entre divers oliculteurs. Et nous, au niveau du comité de l'olivier, nous gérons une trentaine d'oliviers avec un projet d'établissement avec l'école de Saint-Paul. Projet d'établissement où effectivement on a mis en place une oliverie didactique et pédagogique. Et avec les enfants, nous avons planté les arbres. Nous avons fait l'année dernière notre première récolte qui a, je crois, produit une dizaine de litres. Et nous avons remis à chaque élève de CM2 une petite fiole d'huile, en espérant un jour leur remettre au même titre que l'almanach et au même titre que le dictionnaire, en rentrant en 6e, 1 litre d'huile. D'accord. De Saint-Paul-de-Quesson. Et en même temps, il s'initie à la taille, forcément. Alors il s'initie à la taille, bien entendu, donc nous leur avons proposé plusieurs séances. Nous les verrons vraisemblablement aussi le 1er avril, non pas sous statut scolaire, mais sur statut familial. Ces enfants, bien sûr, participent à la cueillette des olives et ils assistent également à la production, c'est-à-dire à la trituration des olives pour obtenir l'huile. Donc ils ramassent, ils viennent au moulin itinérant qu'on fait venir, comme vous le savez, le dernier week-end du mois de novembre, et ils voient comment d'une olive et d'un noyau, on arrive à produire de l'olive. Voilà. Sachant que l'olive, ce n'est pas que de l'huile d'olive, c'est aussi l'olive qui se mange, la pitchouline, et toutes les recettes qui arrivent autour. Et c'est un peu l'objet de cette journée, parce qu'elle est gustative de tous les produits autour de l'olive. Absolument, on va mettre en place des ateliers de dégustation d'huile, d'olive, de tapenade. Voilà, c'est assez nouveau aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau cette année? Nous aurons toujours le défilé des chevaliers de l'olivier du Languedoc-Roussillon. C'est quand même assez particulier avec les capes, hein, c'est joli. Et tout ça, je dirais, entraîné par des tambourins et des galouets. Alors je t'arrête avant de faire le programme de la journée. On va passer le clip, Jamar.
alors il y a des bouquins, tout ça. Et cette journée, c'est aussi une initiation pour tous de la taille dès le matin. C'est toujours maintenu? Tout à fait, c'est maintenu. Alors, en quelques mots, pour ce dimanche 1er avril, je vais vous donner les informations qui vont se passer toute la journée. À partir de 9 h, donc, disponibilité et organisation de la taille, initiation à la taille, perfectionnement à la chapelle Sainte-Agnès. Bon, tout ceci est indiqué à partir du centre du village. Nous ferons une autre initiation à la taille dans l'après-midi dans le village pour tailler tous les oliviers que nous avons plantés et tailler aussi les oliviers de l'oliveraie didactique avec les enfants. Donc on fera ça, beaucoup de tailles d'initiation toute la journée avec une dernière particularité qui sera la taille de l'olivier principal devant la mairie le soir vers 17 h. Alors bien entendu, le programme de la journée, Max, est un peu connu, mais je peux dire quelques mots. Organisation des tailles, c'est fait. De la greffe, on espère pouvoir le faire également. Nous aurons l'exposition. Voilà, nous aurons salle des fêtes et extérieure avec plein d'exposants qui viendront vendre, bien sûr, de l'huile, des olives, mais aussi les produits du terroir. Qui ne manquent pas. Les produits bio et ouverture avec des fleurs. La tulipe également, et puis quelques fleurs. Et bien entendu, tout ça matin, après-midi, possibilité de rester toute la journée à Saint-Paulé, parce qu'il y aura deux experts de taille qui nous conseilleront et nous initieront. Et vous pouvez rester à Saint-Paulé, parce que pour la modique somme de 15 € à midi, vous pourrez manger un aioli chaud, complet. C'est très convivial, c'est sympathique, un apéritif offert, des dégustations d'huile d'olive et de tapenade, voilà. Donc normalement le dimanche 1er avril à Saint-Paulé, il ne pleuvra pas, parce que nous avons prévu le chapeau en cas de grand soleil, donc voilà, on vous attend avec cette couverture, et je dirais que le comité de l'Olivier va essayer d'en organiser encore pas mal, voilà. Grâce à TV1 et grâce à vous tous qui nous écoutez. Voilà, donc rendez-vous le dimanche 1er avril. Vous le rappellera, le clip passe régulièrement, vous pouvez aller aussi sur l'agenda de la TV1, il y a le programme, si des fois vous vouliez avoir d'autres précisions. Bon, mais merci Serge. Merci à toi Max, merci à toute l'équipe, et puis comme d'habitude, rendez-vous à Lanquémin. Eh bien non, déjà là. Rendez-vous dimanche 1er avril, après, parce qu'on va faire le reportage qui va bien. Tout à fait, bien sûr. Incontournable. Mais je voulais dire fidélité, quoi. On sera toujours là. J'espère qu'on sera là encore dans 10 ans. Il n'y a pas une chanson comme ça? Si, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Oui, okay. C'est Patrick qui chante ça. Bon allez, on va retourner un peu sur notre campagne électorale, hein. Bien sûr, bouge pas. Et nous allons envoyer de nos meetings internet qui parle du rôle des banquiers. Vous avez vu qu'on tape pas mal sur les banquiers, mais à forte raison, et on s'est interrogé sur le rôle des banquiers, parce que normalement, ça sert à quelque chose un banquier. Font-ils leur travail correctement? Regardez. Bienvenue à notre QG de campagne Votez Max, Votez Blanc pour notre 11e vidéo, le 8e meeting internet, toujours sur l'économie. On continue de taper sur les banquiers. Là encore une fois, tu vas nous expliquer ce qui va pas. Oui, parce que c'est pas que leur faute non plus. Hein. C'est les politiques qui leur ont donné des armes. Alors bien sûr, ils les ont pris, évidemment qu'ils les ont pris. Surtout que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Alors ces banquiers, on en a besoin des banquiers. L'économie, le public en a besoin, mais à condition de trouver le bon équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que, reprenons, la BCE, on ne sait pas d'où vient l'argent. La BCE collecte le dépôt de toutes les banques. D'accord ? Donc elle est très très riche. Et la BCE, elle règle selon les besoins d'investissement des banquiers. Quand ils réclament, elle leur prête à 1%, hein, on en a déjà parlé. La BCE vient de prêter 1000 milliards. 1000 milliards. Notamment et surtout les banques françaises. Alors cet argent, il est distribué aux banques, pourquoi? Parce que les banques, elles disent il nous faut des sous pour éviter de faire faillite, on a besoin de liquidités et pour faire des crédits. Alors ça, la BCE joue son rôle. Hein. Elle dit c'est pour faire des crédits, on en a besoin dans l'économie, voilà.
1000 milliards, à peu près 500 et des poussières le 21 décembre, et puis 500 et des poussières, milliards d'euros, le 29 février. Le 21 décembre, les banquiers qui touchent ces 500 milliards, et bien sûr qui n'ont pas envie d'investir dans l'économie française ou qui s'en foutent complètement, et bien en attendant, les replacent 2 jours après, le 23 décembre, les replacent à la BCE, 411, ils en touchent 500, ils en remplacent 411, voilà, ils touchent 0,25%. Alors qu'on leur a prêté, pourquoi? Eh bien, pour pas qu'ils fassent faillite, pour qu'ils aient de la liquidité. De la liquidité, pourquoi faire? Faire des crédits. Ce qu'ils ne font pas, on ne favorise pas l'économie, on investit nulle part, on le remet à la BCE, et au lieu de financer l'économie française, l'économie européenne, de tirer la croissance, créer des emplois, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient en ce moment pas mal d'argent au Brésil. Alors pourquoi au Brésil? Parce que la monnaie est forte au Brésil, et les taux d'intérêt sont très élevés. D'accord? Alors pourquoi il envoie? Ma foi, on va prêter à l'économie française à 4,5%, alors qu'en envoyant de l'argent au Brésil, on récupère 8 ou 9. Voilà ce qu'ils font de cet argent. Ils en ont tellement qu'ils le réinjectent à la BCE. Mais ils ne s'intéressent pas du tout à l'économie française, voire européenne. Ils ne font pas leur boulot. Alors, je peux te lire un truc du directeur de BNP Paribas, une des plus grandes banques françaises, voire la 3e mondiale, Baudouin Pro. Alors Baudouin Pro, bien sûr, il va être taxé à 75%, mais sur un paquet de millions. Oui, mais il a moyen avec des stop auctions, il y a des tas de moyens. Il y a des tas de moyens d'échapper aux 75%. François, il faut se renseigner avant de parler. Il y a des tas de moyens, les stock options, on réduit, on augmente les stock options, on réduit le salaire, on augmente la retraite chapeau qui prendra dans un autre pays, etc., où il ne sera pas taxé. Enfin, il existe des tas de moyens, François, il faut appeler. Alors, par contre, Baudouin Pro, il dit « Je suis fatigué, les banques françaises ont changé en profondeur depuis le début de la crise financière. » Elles ont changé. Et il rajoute « Nous n'avons pas besoin que l'on nous demande de faire des crédits à nos clients, c'est notre métier. » Il dit. Ce patron de la plus grande banque française, c'est extraordinaire de dire ça. Sauf que depuis qu'il dit ça, les crédits diminuent, moins 10% en 2008, moins 13% en 2009. Aujourd'hui, obtenir un crédit, c'est la croix et la bannière. Alors, il nous dit que c'est son métier, mais qu'il le fasse au lieu de faire ce discours-là, qui en fait veut dire « je vous prends pour des cons, de toute manière, je fais ce que je veux ». Tant qu'on leur laissera la main, c'est pas compliqué, il y aura des dérives parce qu'ils en ont rien à foutre. Alors voilà pourquoi on continue de taper sur leur tête. Nationalisons les banques, c'est tout, c'est facile à faire. Les pays qui l'ont fait, je veux dire, ils ont 2 fois moins de chômage que nous. Voilà, déjà. Allez, un petit journal de campagne avec mon éditorialiste préféré, Richard, qui est allé fouiller sur Internet et nous ramener des sondages, par exemple. Ouais. Alors, premier tour des élections présidentielles, J-32, et j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison en voyant tous ces hommes politiques à un personnage de roman, de dessin animé, de bande dessinée, à qui il ferait bien penser tous autant qu'ils sont. Celui qui a un grand nez, là, non? Un grand nez quand il ment, et des grandes oreilles quand il raconte des conneries, Pinocchio. Et puis c'est une marionnette. Ouais. Mais je crois que c'est quand même celui qui se rapproche le plus de nos hommes politiques, et puis là on peut faire une grande généralité. Une grande généralité. Pinocchio, c'est tous des Pinocchio. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Alors on va zapper ces tragiques événements qui se sont passés à Toulouse et à Montauban, d'autant plus que c'est une journée de recueillement, on s'y associe. On fera peut-être un point la semaine prochaine là-dessus pour voir éventuellement les effets que ça aurait eu sur les sondages. Mais enfin, pour dire juste un mot, puis je ne dirai pas plus, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent profiter de ça pour rebondir. Ouais. On appelle ça de la... L'opportunisme. Non. Ah bon, t'appelles ça comment, toi? De la récupération. De la récupération, voilà. Je ne dirai pas plus. Voilà la citation du jour. L'élection présidentielle, et puis alors là, ça va devenir vraiment d'actualité, c'est petit théâtre de petits arrangements entre amis. Oui. C'est ça, là maintenant,
je te donne mes voix, mais tu me donnes un portefeuille ou tu me donnes un Marocain, comme on appelle. Oui. Voilà, alors, à ce propos, il y a eu un fait quand même, parce que ce tragique événement, on zappait la campagne en fait en même temps. Donc nous, on zappe cet événement, puisque la campagne est zappée par cet événement. Mais justement, il y a eu la prise de la Bastille par Mélenchon. À la prise de la Bastille. Alors, ça ira. Alors, là, on peut saluer pour avoir réussi son coup au-delà de ses espérances. Ouais. Il paraît que même il en a eu peur tellement qu'il y avait du monde. Il a cru qu'il allait passer en place de grève. Alors, on a fait un petit truc pour rire. Il parle d'insurrection et je suis content parce que souvent j'ai envoyé l'article 35 de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen de 1792. Le dernier article, l'ultime article, il dit exactement ce que dit Mélenchon, c'est que le peuple doit aller à l'insurrection quand il est trahi, quand il se sent trahi par les gouvernants. Eh bien l'insurrection pour lui c'est un devoir, c'est un droit. Donc il a dit ça quelque part. Et pour nous c'est aussi un devoir. En fait c'est ce que j'ai mis, la révolution c'est maintenant. Voter un max, voter blanc. Ah oui, pas mal le petit montage. La révolution, c'est maintenant. Mais alors une révolution à 180 degrés. Hein. Voter blanc, c'est pas être complètement inactif. C'est au contraire dire on veut plus de vous, que ce soit Mélenchon ou tous les autres. On ne veut plus de vous. Vous êtes tous des bons à Nîmes. Votez blanc. Et c'est comme ça que vous vous révolterez. Parce qu'on finira par le prendre en considération, le vote blanc, et à ce moment-là, quand ils n'auront plus le quorum, ils seront obligés de dégager. Et alors, en reparlant de Mélenchon, alors, donc, c'est bien, joli coup, non, il faut quand même saluer le bonhomme, il a du talent, c'est un bon orateur. C'est un professionnel. Non, mais là-dessus, il a entraîné derrière lui 100 000 personnes. Mais ces 100 000 personnes qui veulent bien le suivre, maintenant, il est obligé de leur donner quelque chose. Donner quoi? Parce que résistance, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi, résistance? La résistance, c'est pas un programme. C'est pas. Moi, je verrais plutôt invention, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Donnez-nous des solutions inventives. Mais résistance, non. Si on résiste, ça sert à rien, quoi. Donc, M. Mélenchon, maintenant, il faut aller jusqu'au bout, mais avec des vraies solutions. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, il peut venir quand il veut, parler sur ATV1. Ah oui. On a vu qu'il a une grande gueule, nous aussi. J'espère. Viens nous voir, tu vas être reçu. On envoie un petit zapping qui est très instructif aussi. Bon. Le véritomètre ou... J'espère que vous resterez un peu après l'émission parce que j'ai des questions à vous poser sur Voice. Ah, vous avez regardé The Voice? Oui, exactement. Le carton si, exactement. Allez, nous regardons. Et je trouve qu'il y a des moments extrêmement émouvants. Bon. Nicolas Sarkozy est un petit gamin. Et il est président de la République et gamin en même temps. C'est-à-dire qu'il est comme un enfant. Quand ça marche pas, il insulte. Je vois bien toutes les pressions autour d'un espèce de petit arrangement entre amis qui est apparu hier dans la presse, autour de si Lepage a passé 500 signatures formidables, Eva Joly pourra se retirer tranquillement, nous aurons nos Marocains et nous aurons nos circonscriptions et l'environnement passe à la trappe. Parce que le vrai sujet... Perspective qui a été démentie par les intéressés. Par oui, en fait, c'est parce que Noël Mamère était quand même un peu sur cette ligne-là hier, c'est pas n'importe qui quand même. Je crois que dans la grave crise qui se présente et qui n'est pas derrière nous, il faut rassembler toutes les forces de la France. Et je pense que l'homme le mieux à même de rassembler, c'est François Hollande. Quand vous êtes poussé par la misère, quand vous êtes poussé par la famine, quand vous êtes poussé par la dictature, quand vous êtes poussé par le viol, quand vous poussez les femmes qui sont victimes du viol, aussi, etc. Vraiment, vraiment. Le moment est venu de dire clairement à toutes les Françaises et à tous les Français quel est le sens de ma candidature. Présidente de parti, femme, mère de 3 enfants, je lutte. Ça m'est très désagréable parce que je regrette que 500 élus aient donné leur parrainage à une personne qui applaudit avec les autres debout quelqu'un qui cite de manière flatteuse un collabo et un assassin antisémite, Robert Brasilia. Le nombre des agressions ne fait que croître. Le nombre des immigrés impliqués dans ces agressions, lui aussi, ne cesse d'augmenter. Sur ce sujet, le mensonge est partout.
Allez, c'est parti. Ça y est, on est de retour. On est de retour. Alors sur ce zapping, il y a Mélenchon qui met le compte à Hollande, je crois. Il lui en donne un peu là, ouais. Comme quoi il n'a pas de parole, quoi. Il respecte pas ses engagements. Mais bon, est-ce que ça nous change vraiment ? Et de toute façon, si on est là aujourd'hui, nous, c'est bien à cause de ça. Ouais, c'est bien parce que ces gens-là respectent pas leurs engagements, ni leurs paroles, ni leurs... Tu veux dire que normalement, ils s'arrangent si tu... Va commencer le temps des arrangements. C'est-à-dire que Mélenchon est un Marocain, c'est ce que tu veux dire? Bah, Marocain, Mélenchon aurait peut-être on lui a sans doute proposé, alors là apparemment il a dit non, il n'en veut pas, mais on lui a sans doute proposé un petit portefeuille. Il y a Corinne Lepage, il y a tous, ils sont en train d'essayer de se faire récupérer, parce que en imaginant les 1% à droite, 1% à gauche, un machin, un ceci, un cela, ça peut faire l'affaire de Sarkozy par exemple, qui est aussi bas dans les sondages, ou l'affaire de Hollande qui va sûrement prendre la tasse à cause de Mélenchon. Si on calcule bien, l'autre coup, c'est ce qui va se passer. L'autre, il va bouffer le bouillon à cause de Mélenchon. On va avoir un deuxième tour, Marine Le Pen contre Sarkozy, et l'autre, il va passer comme les socialistes. Ils vont être obligés de mettre un bulletin bleu. Et voilà, c'est ce qu'il espère, Sarkozy, c'est qu'on nous refasse un tour de... On a le temps d'en reparler. Il y a 3 semaines pour que chacun puisse rebondir. Mais puisque tu fais des sondages, qu'est-ce que dit Internet? Pour commencer. Alors pour le moment, celle qui raconte le moins de conneries, c'est Eva Joly. C'est celle qui est le plus proche de la vérité. En deuxième, Mélenchon, quand même. En troisième, Hollande avec 57,4. Donc bon, Eva Joly. Moi, je ne sais pas mais comment on fait pour classer Hollande en troisième. Parce que son coup de taxer les hauts revenus en dessus de 1 million de francs, 75%, c'est du pipeau. Le véritomètre, on peut aller sur le site, vous tapez véritomètre, etc. Et tu peux suivre leur discours pratiquement minute par minute, c'est-à-dire que c'est analysé quand ils ont raconté n'importe quoi. Il a fait un pipeau pas possible. D'ailleurs, j'ai relevé ça. Oui, mais c'est sur un ensemble de discours, donc c'est pas sur un truc et sur un élément. Ouais, mais là, déjà, il repart de zéro. Enfin, bon. Un type qui est capable de faire des effets d'annonce comme ça, qu'on puisse encore le mettre crédible. Mais il est jugé au même titre que les autres. Donc Bayrou 53,4 et bon dernier. Donc ça c'est les recordman avec les grandes oreilles, tu sais, de Pinocchio et surtout le grand nez. C'est Sarkozy et Marine Le Pen, c'est les deux menteurs du véritomètre. Visiblement. Pour en revenir au pipeau de Hollande, parce que je ne vais pas le lâcher comme ça, quand on fait des effets d'annonce pour calmer la France du bas, peu cher, moi on s'en fout qu'il y ait des riches, on veut que les salaires du bas soient relevés, on ne veut pas que tirer le haut vers le bas, on tirer le bas vers le haut. Ça c'est ce qu'on dit depuis le début. J'ai relevé quand même sur le Canard enchaîné, qui est quand même un journal qui est lu, qui est crédible aussi, que c'était lui aussi, il dit que c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel, et tu sais pourquoi? Parce que 60%, déjà c'est trop élevé, mais sur ces 75%, il a oublié de compter l'ISF, la RDS et la CSG. C'est-à-dire qu'en fait, s'il applique ça, ça sera 110%. C'est-à-dire qu'il ne va en plus que ceux qui gagnent, les mecs. Donc c'est complètement nul. Donc au moins à faire des trucs comme ça, qu'il le fasse comme il faut. Ouais. Mais je pense pas qu'ils soient menteurs sur un coup comme ça, je pense qu'ils sont incompétents. Ah bah oui. Car en fait, ils parlent de trucs dont ils... Non, je ne l'ai pas traité de menteur, j'ai dit que c'était du pipeau. Voilà. Alors, il y a un truc qui est vachement important. Alors ça, pour moi, c'est pratiquement le lancement des Jeux Olympiques. C'est élection 2012, scandale, pot de vin, accident, meurtre, oligarchie, magouille, dénonciation, coup bas, tricherie, caisse noire, inculpation, délation, trafic d'influence, condamnation, immunité. L'important, c'est de participer. Pas mal comme discipline. 2012. Les nouvelles disciplines. Voilà, c'est ça. C'est les nouvelles disciplines pour les élections de 2012. Vous les avez. L'important, c'est de participer. Et ils y sont tous. Alors, avec quand même comme but que les autres ne puissent pas y participer. Ah ben voilà. Regardez-moi. Oui, alors il y a des gens qui me demandent combien j'ai eu de parrainage. 0. Je n'ai pas pu en avoir un. Le croche-patte au démarrage. Le croche-patte au démarrage. Et alors, les sondages. Alors, les sondages. Internet. Sondage Internet d'ATV1.
Alors celui de la TV1 commence à être un peu significatif, mais malgré tout, pas forcément. Voilà. Alors Marine Le Pen arrive toujours à 53,57. Max Blanc, donc le vote blanc à 16,96. Sarkozy 11,61. Mélenchon 7,14. Hollande 4,46. Bayrou 2,68. Eva Joly 1,79. Et Nathalie Arthaud 1,79. Voilà, bon, ça c'est le sondage de la TV1. Guerre significatif. C'est de l'ordre de 200 votants. Voilà, les résultats, sondage en ligne depuis le 17 mars 2012. Alors celui-ci est quand même plus significatif, c'est sur 3894 votants. Il a été mis en ligne le 17 mars. Donc régulièrement mis à jour, oui. Donc régulièrement mis à jour. Il sera intéressant la semaine prochaine. Il sera intéressant, oui. Je pense qu'ils vont refaire une mise à jour après, voilà. Marine Le Pen 44,9, 1749 votes. Vous dites pas les voix. Voilà, ouais. François Hollande 18, Mélenchon 16,1, Sarkozy 14,6, Bayrou 3,8, Nicolas Dupont-Aignan 1%, Eva Joly 6, Poutou 0,4, Cheminade 0,3 et Nathalie Arthaud 0,3. Tu l'as pas mis Poutou sur TV1? Tu l'as oublié? Si, il doit y être. Hein. Tu n'en as pas parlé? Ah non, mais il était à 0. Ah d'accord. Bon. Moi, j'ai pas mis, il y en a 10, j'ai pas mis tout le monde, j'ai mis que ceux qui avaient un pourcentage. Bon, il y en a un qui, à ce stade à 3 semaines, qui perce un peu, c'est Mélenchon, hein, quand même. Son coup de la Bastille, bon, il a bien réussi. J'espère que son melon, il ne va pas se transformer en pastèque. Mais il l'a déjà, le melon, ça y est. Hein, à lui de jouer, hein, on ne demande pas mieux. Hein. Ouais. De prendre la Bastille. Ouais. Tu n'as rien d'autre à rajouter? Non, devant tant de clowns, que faire et que dire? Votez blanc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Alors, votez blanc. Si, on peut peut-être dire qu'on va pas s'en arrêter là quand même. De quoi? Ah ouais, ça on verra. On en parlera là. On a quelques surprises à vous annoncer, mais il faut d'abord que ça mûrisse. Non, alors, en plus de notre petit journal en direct tous les mercredis, nous faisons régulièrement des meetings internet. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle des banquiers et je suggérais qu'il fallait nationaliser les banques. Eh bien, celle-là de vidéo, elle est sur la nationalisation des banques. Est-ce qu'il faut nationaliser les banques? On vous donne la réponse. Faut-il nationaliser les banques françaises? La réponse est oui, et rapidement. Pourquoi? Eh bien aujourd'hui les banques françaises sont universelles. Universelles, ça veut dire qu'elles collectent à la fois des dépôts des gens, et elles font aussi de l'investissement. Alors bien sûr, la collecte des dépôts, il n'y a pas trop de risques, mais ça ne rapporte pas beaucoup. La spéculation, il y a beaucoup plus de risques, et c'est beaucoup plus rentable. Seulement, elles ont toujours, rappelez-vous, l'article 123, la dérive de 84, toujours ce monopole sur les crédits et cette totale liberté d'investissement où elles veulent. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a plus d'industrie notamment, d'accord? Cet investissement spéculatif. Et là, il y a des dérives graves. Je vais vous prendre un exemple que tout le monde a entendu parler aux États-Unis. Le financement du logement est fait par 3 banques, 3 agences. La privatisation du système, ils ont privatisé, d'accord, ce que sont nos banques aujourd'hui, a entraîné la crise des subprimes en 2008. Vous vous rappelez cette crise? L'immobilier, les gens qui ne peuvent plus payer, etc., ils ont fait des faux, des machins, etc. L'immobilier s'effondre, une catastrophe. Les États-Unis ont tout de suite renationalisé ce système. Mais ne croyez pas que la nationalisation, c'est le fait de la gauche, pas du tout. Prenons des exemples. Les États-Unis, après 29, ils nationalisent tout. Ils nationalisent en 80 leur caisse d'épargne parce qu'ils disent qu'elles prenaient de trop grands risques. Ils nationalisent en 2008 leur compagnie d'assurance, comme AIG notamment. Et autour de nous, eh bien, les Anglais ont nationalisé leurs banques. Les Pays-Bas ont un système bancaire entièrement nationalisé. Et l'Allemagne, alors l'Allemagne, on s'étonne pourquoi ils empruntent à 1,3 alors que nous on emprunte à 4. Eh bien, l'Allemagne, la majorité du système bancaire est nationalisé. Alors l'État a le pouvoir de définir les taux. Si la banque trouve de l'argent à 1%, l'État va dire « Ok, moi je vous l'emprunte pour ma dette, mais à 1,10, point à la ligne, c'est moi qui décide. » Donc, il faut retrouver cette maîtrise des taux de crédit et cette maîtrise surtout de l'investissement, ce qui apporterait aussi beaucoup plus de garanties aux déposants.
les banques spéculatives, si elles veulent spéculer vraiment, eh bien, elles n'ont qu'à le faire avec leurs fonds propres. Vous verrez qu'elles vont davantage y réfléchir. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, si on nationalise les banques, ben, l'article 123, nous, sur lequel on tape beaucoup, eh bien, il disparaît, bien sûr, puisqu'on leur enlève ce monopole qui nous a coûté 1200 milliards d'intérêts versés aux banques en 30 ans. Ça parle tout seul. Eh bien voilà, on nationalise et tout ça, on n'en parle plus et on a la maîtrise et les choix d'investissement. Alors, je ne vais pas vous quitter sans une bonne nouvelle, j'ai un peu de mal à en trouver, mais Total va payer les impôts en France. C'est nouveau, hein, l'année dernière, il avait payé 0. Cette année, il paye 1,2 milliard d'euros d'impôts sur 12 milliards de bénéfices. Bon, il paye 10%. Les PME, PMI françaises, on est imposé à 33%. Bon, là, 10%. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, de façon totale, il paye des impôts quand il veut et à qui il veut. Voilà. Enfin bon, j'espère que la prochaine fois, la bonne nouvelle sera un peu meilleure. Au revoir, merci beaucoup. Allez, on termine ce journal avec les sorties que vous pouvez retrouver sur l'agenda de atve1.fr. En parlant de site internet, vous savez aussi que nous sommes sur Facebook, ATV1, la télévision qui vous sourit, mais aussi en termes de campagne à l'élection présidentielle, vous avez voté max, voté blanc, vous nous retrouvez là aussi sur Facebook. Alors j'ai sélectionné 2 sorties. Dans le cadre du grand concours de la chanson française qui va se tenir à Pont-Saint-Esprit, c'est dimanche 31 mars, 20h30 à la salle des fêtes pour la finale, puisque le casting a eu lieu le 17 mars, ils étaient là et je vous rappelle qu'il y aura quand même un casting de rattrapage le dimanche matin. Donc pour ceux qui n'ont pas pu y aller, le dimanche matin, vous pouvez encore faire le casting. Et la finale, c'est le soir, je répète, le dimanche 31 mars. Et enfin, dimanche 1er avril, eh bien, c'est... Alors, je me suis trompé, il ne peut pas y avoir dimanche 31 mars, c'est dimanche 1er avril. Hein. C'est samedi 31 mars. C'est samedi 31 mars, hein, c'est pas dimanche. Et dimanche 1er avril, on vient d'en parler avec Serge, c'est la journée de l'Olivier, une journée sympathique, gustative, conviviale. S'il fait beau en plus, eh bien, vous allez vous régaler à apprécier la taille de l'olivier et les produits autour de l'olivier et du terroir. Alors avant de vous quitter, on va donner un peu de gaieté à cette campagne insipide, désespérante, choquante parfois même, avec un vieux clip de notre ami Francis Blanche et... comment ça s'appelle ? Hein ? Oui, Pierre Dac. Pierre Dac et Francis Blanche, alors un peu de gaieté avec eux s'il vous plaît. Ça s'appelle Le Parti d'en rire. Je vous dis à mercredi prochain. Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Parti d'Henri, oui, c'est le parti comme un parti. Notre parti, un parti placé au-dessus des partis. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, se protéger les patries de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie de ces partis, parti d'Henri, ait compris qu'il faut être parti réparti. Notre parti, parti d'Henri, ce parti, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que les plus hauts des idéaux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Très vagueux, de vagueux, pour qu'est-ce qui ne va pas, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
pour vivre heureux. Prenons le parti d'en rire. La loi et la gaieté peuvent nous sauver du pire. La franche gaieté, la saine gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, notre parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les œufs brouillés, faire que le veau d'or puisse se coucher, apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler, faire sauter les plans à coups de trique et les pommes de terre au plastique, exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an, faire simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus, et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. 1, 2, 3, demandez le programme. 4, 5, 6, en prendre partout. 7, 18, 32, je le paye sans sous. 9, 43 000, adhérez. Notre parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, oui, non, si, mais de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Et voici ce qu'est notre parti. Oui.